Ce n'est pas mon histoire, mais celle de ma fille. Elle s'appelait Teresa. Elle s'est suicidée il y a 2 semaines, par overdose. Peu avant de mettre fin à ses jours, elle m'a appelé pour m'informer de son intention et des raisons qui la poussaient à agir ainsi. Je l'ai bien sûr supplié de ne pas le faire, en pleurant. Mais elle était déterminée, et j'ai compris avec horreur que ce n'était pas un bluff ni un appel désespéré pour attirer l'attention ou être rassurée. Quand elle a raccroché, j'ai su avec certitude qu'elle était morte. Je l'ai su dès qu'elle a dit « Papa, Ray est là ». J'ai immédiatement appelé la police, sachant qu'ils arriveraient bien avant moi. Mais je savais aussi qu'ils arriveraient trop tard. Ils l'ont trouvée dans son lit, apparemment endormie d'un sommeil profond et paisible. Une main était posée sur son ventre et l'autre était tendue sur le côté, la paume vers le haut et les doigts recroquevillés comme si elle serrait quelque chose, peut-être une autre main. Mais l'autre côté du lit, celui de Ray, était vide. C'est aussi l'histoire de Ray. Il est mort un peu plus d'1 an avant Teresa. Il a reçu 2 balles, une dans la main, qu'il avait tendue pour se défendre. La balle a traversé son téléphone portable et sa paume avant de se loger dans le mur de la salle de bain. Il avait tenté un dernier effort désespéré pour s'y cacher. La 2e balle l'a touché au cou et il s'est vidé de son sang, seul sur le sol froid. Il était l'une des 9 personnes qui ont trouvé la mort dans son immeuble ce jour-là. 8 d'entre eux pensaient que c'était un lundi comme les autres, ignorant qu'ils ne sortiraient pas vivants de leur travail à la fin de la journée. La 9e personne à mourir, le tireur, n'avait pas l'intention de repartir. Ray avait appelé Teresa pendant sa pause déjeuner ce jour-là. Elle était chez elle et avait souri en voyant son nom s'afficher sur son téléphone et celui-ci vibrer. Marié depuis seulement 3 mois, le couple en était encore aux prémices de leur union et Ray trouvait souvent des excuses pour appeler sa femme depuis son travail s'il en avait le temps. « Allô » répondit-elle en souriant. « Pourquoi cet homme se fait-il toujours renverser par un vélo sur le chemin du travail ? Pourquoi cet homme se fait-il toujours renverser par un vélo sur le chemin du travail ? Demanda-t-il. Je ne sais pas, répondit Teresa. Pourquoi est-ce qu'il se fait renverser ? Parce qu'il était pris dans un cercle vicieux, répondit Ray. Teresa gloussa. La blague n'était pas particulièrement drôle, mais Ray avait toujours aimé l'humour ringard, et Teresa trouvait son plaisir à raconter ces blagues affreuses plus amusant que la chute elle-même. Exemple concret, il avait utilisé une phrase de drague ridicule pour la séduire. « Touche ma chemise », lui avait-il dit, alors qu'ils étaient 2 inconnus dans une foule compacte lors d'une fête chez l'un de ses amis, 2 ans auparavant. « Tu sais de quoi elle est faite ? De matière à petit ami. » Teresa avait éclaté de rire. D'abord parce que la phrase était vraiment drôle. Ensuite parce que Ray, grand et séduisant d'une manière un peu maladroite, était tellement content de la lui dire. Son sourire était contagieux et immédiatement attachant. Aussi mauvaise que fût cette phrase, elle avait marché. Ils étaient ensemble depuis lors. « Comment ça va ?» demanda Teresa en s'asseyant à la table de la cuisine. « Je vis un rêve », répondit Ray avec sarcasme. « En fait, ma présentation s'est bien passée ce matin. Je dois la refaire devant les cadres supérieurs mercredi. Ça s'annonce bien. »« C'est une excellente nouvelle, » dit Teresa. « Vraiment ?» répondit Ray, la voix pleine de satisfaction. « Tu sais, si cette proposition est acceptée, on devrait fêter ça. Partons quelque part. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « C'est une excellente idée, » répondit-il, mais il semblait désormais légèrement distrait. « Tu as une idée ? » « Je ne sais pas, » répondit Teresa en réfléchissant. « Cheryl a un chalet où nous sommes toujours les bienvenus. Nous devrions accepter son invitation un de ces jours. Elle et Brad vont probablement la vendre avant que nous ayons l'occasion de l'utiliser. Ce serait bien de partir. » Ray ne répondit pas. « Chérie, » dit Teresa. Il y eut un moment d'hésitation. « Tu as entendu ça ?» demanda Ray. « Entendu quoi ?» répondit Teresa. Mais avant qu'il puisse répondre, elle l'entendit. Un grand bruit retentit dans le téléphone. « Ray, c'était quoi ?»« Je ne sais pas, » répondit-il. Ah, d'après le son de sa voix, on aurait dit qu'il marchait. Sa voix tremblait. « Ray ?» Il y eut un autre grand bruit, plus proche cette fois, et Teresa sentit ses mains se refroidir lorsqu'elle crut entendre une femme crier. « Je vais voir ce qui se passe, » dit Ray. « Je te rappelle. »« Ray » commença Teresa, mais il avait déjà raccroché. Elle posa son téléphone sur la table et fixa son écran noir. Se levant brusquement de la table de la cuisine, elle se dirigea vers l'évier et remplit un verre d'eau qu'elle avala d'un trait. Fixant le téléphone,
elle espérait qu'il sonne à nouveau et affiche le nom de Ray. Mais rien. Teresa se précipita et décrocha le téléphone. Elle appela le portable de Ray. La messagerie vocale se déclencha. Elle appela son téléphone fixe. La messagerie vocale se déclencha également. Elle appela la réception de son bureau. Personne ne répondit. Elle reposa le combiné sur la table et sentit ses mains trembler. Elle avait du mal à respirer et à s'empêcher d'imaginer le pire. Elle essaya de se convaincre que ce qu'elle avait entendu ne signifiait pas ce qu'elle pensait. Après ce qui lui sembla une éternité, son téléphone sonna. Elle s'en empara. « Ray, dit-elle. »« Bébé, murmura-t-il d'un ton pressant. Il y a un homme avec une arme. » Teresa s'effondra sur une chaise. « Où es-tu » demanda-t-elle en chuchotant sans s'en rendre compte. « Je suis dans la salle de bain, au bout du couloir, près de mon bureau. »« Riz a tué Marc. »« Je l'ai vu. » Sa voix tremblait, trahissant sa panique ou ses larmes. « Ray, raccroche et appelle la police, » dit-elle. « Je l'ai fait, » insista-t-il. « Ils sont en route. »« D'accord, » dit-elle. « Restez calme. » Elle se disait cela autant à elle-même qu'à Ray. « Où est-il » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Je l'ai vu au bout du couloir. Je l'ai vu tirer sur Marc. Je suis venu ici parce que c'était la porte la plus proche. Je ne sais pas s'il m'a vu. »« As-tu verrouillé la porte » demanda-t-elle. « La porte ne se verrouille pas, » répondit-il d'une voix brisée. « Je suis dans l'une des cabines. Elle est fermée. » Teresa se mit à pleurer silencieusement en prenant conscience du désespoir de la situation dans laquelle se trouvait Ray. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Il porte un masque. Un masque de ski. Je pense qu'il est... » Ray s'interrompit brusquement au bruit d'un grand fracas inquiétant tout près. Il hésita et prit une longue inspiration tremblante. « Je t'aime, Riz » murmura-t-il d'une voix encore plus faible, à peine audible. « Non » protesta-t-elle en glissant de sa chaise sur le sol de la cuisine, le téléphone collé à l'oreille. Il y eut un autre coup, mais cette fois, ce n'était pas un coup de feu. C'était le bruit d'une porte qui était enfoncée et qui heurtait un mur. Ray prit une inspiration brusque et haletante. « Ray » murmura Teresa. « Bang !» Le bruit d'une porte de cabine de toilette qui était enfoncée. « Non » cria Ray, et le désespoir dans sa voix paralysa tout le corps de Teresa. « Ray » dit Teresa plus fort. « Bang !» La porte des toilettes s'ouvrit brusquement. « Non » hurla Ray. « Ray » cria Teresa. « Bang !» Le bruit d'un coup de feu. Puis, tout dans la maison devint silencieux pendant plusieurs secondes tandis que Teresa luttait pour reprendre son souffle. Finalement, elle hurla. Le tireur était un homme nommé Vincent Hollande. Il travaillait au service d'ingénierie, juste un étage en dessous du bureau de Ray, au service marketing. Il était décrit par la presse comme un employé mécontent typique, souffrant de troubles maniaco-dépressifs. Vincent réussit à tuer 8 de ses collègues avant de retourner l'arme contre lui dès les premiers bruits de sirène. Les 24 heures qui suivirent furent floues pour Teresa. Toujours en état de choc, elle répondit aux questions de la police, identifia le corps de son mari, son visage était pâle, mais indéniablement le sien, et passa les coups de fil nécessaires à ses amis et à sa famille. Entre deux, Teresa pleurait, son corps écrasé sous le poids du chagrin, dont la douleur physique était telle qu'elle en venait à souhaiter que celle-ci la tue. Quelle miséricorde ce serait, pensait-elle. La nuit de la mort de Ray, Teresa a dormi d'un sommeil profond et artificiel, son corps succombant au cocktail de pilules que sa meilleure amie Cheryl avait insisté pour lui donner. Teresa n'a pas demandé ce que c'était, elle s'en moquait, mais elle les a toutes avalées et s'est rapidement glissée dans la douce étreinte du sommeil, où son chagrin ne pouvait l'atteindre, ne serait-ce que pour un instant. Quand elle se réveilla le lendemain, elle se demanda brièvement pourquoi sa poitrine lui faisait si mal. Il ne lui fallut qu'un instant pour se souvenir, et les larmes jaillirent immédiatement. Elle se retourna et posa sa main sur le côté du lit de Ray, où le matelas était froid et vide. À travers ses larmes, elle pouvait entendre des voix dans le couloir, Cheryl et la mère de Teresa parlaient d'un ton sombre. Teresa regarda l'horloge. Il était un peu plus de midi. Les somnifères de Cheryl l'avaient fait dormir pendant plus de 11 heures. Teresa s'assit dans le lit, essuya les larmes sur ses joues et refoula consciemment sa tristesse au plus profond d'elle-même. Par habitude plus que par nécessité, elle prit son téléphone portable sur la table de chevet et se dirigea vers la salle de bain en traînant les pieds, allumant la lumière. La lumière l'éblouit et elle contempla un instant son reflet pitoyable.
les yeux gonflés, les joues tachetées et le nez rouge. Elle prit une longue inspiration tremblante. Puis son téléphone vibra dans sa main et elle sursauta. L'écran affichait « RAY ». Teresa le fixa, partagée entre l'incrédulité et la confusion. Elle répondit « Allô ?» Sa voix n'était qu'un murmure. Pourquoi cet homme se fait-il toujours renverser par un vélo sur le chemin du travail demanda Ray. Teresa eut du mal à reprendre son souffle, et lorsqu'elle y parvint enfin, ce fut dans un halètement saccadé. Elle recula instinctivement du miroir, comme pour fuir ce qu'elle venait d'entendre. Son esprit s'emballa tandis qu'un élan d'espoir luttait contre sa tristesse persistante. Elle se demanda si les événements de la veille n'avaient pas été qu'un rêve incroyable. Parce qu'il était pris dans un cercle vicieux, conclurait. Ray, dit Teresa. Oui, bébé, répondit-il. Qu'y a-t-il? La blague n'était pas si mauvaise. Ray, où es-tu? demanda-t-elle. Je suis au travail, répondit-il en riant légèrement. Je viens de sortir d'une réunion. Ma présentation s'est bien passée. Je dois la refaire devant les cadres supérieurs mercredi. Les choses s'annoncent bien. Teresa ne répondit pas. Reese, ça va? demanda-t-il. Teresa se regarda dans le miroir, son masque d'Halloween reflétant son chagrin. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds et son esprit, encore sous l'effet des pilules de Cheryl, était envahi par des pensées contradictoires. Reese, répéta-t-il. On est quel jour? demanda-t-elle. On est lundi, répondit-il. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? On est mardi, répondit-elle. Non, on est. Commença Ray, mais il s'interrompit. Il y eut un silence à l'autre bout du fil pendant un moment. Puis Ray dit, tu as entendu ça? Entendu quoi? demanda-t-elle. Puis elle l'entendit, et un sentiment de déjà-vu la submergea. Il y eut un grand bruit, provenant du téléphone. Qu'est-ce que c'était? demanda Ray, et d'après le son de sa voix, il semblait marcher. Ray, attends, dit Teresa. Il y eut un autre grand bruit, plus proche cette fois, et Teresa entendit une femme crier. Je vais voir ce qui se passe, dit Ray. Je te rappelle. Non, dit Teresa, mais il avait déjà raccroché. Teresa posa son téléphone sur le lavabo de la salle de bain et le fixa, les cheveux tombant devant ses yeux. Elle secoua violemment la tête, essayant de chasser la confusion qui l'empêchait de se concentrer. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, puis les tira avec frustration. Elle reprit son téléphone et appela Ray sur son portable. Messagerie vocale. Elle appela son téléphone fixe. Encore la messagerie vocale. Elle appela la réception de son bureau. Le message d'accueil l'informait qu'en raison des événements tragiques de la veille, le bureau serait fermé pour le reste de la semaine. Teresa fronça les sourcils et reposa le téléphone sur le lavabo. Quelques secondes plus tard, il sonna à nouveau. L'écran indiquait « RAY ». Elle répondit sans rien dire. « Reese » dirait d'une voix paniquée. « Écoute-moi. Il y a un homme armé. » Teresa se mit à sangloter et ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone contre son oreille. « Je suis dans la salle de bain au bout du couloir de mon bureau. Bébé, il a tué Mark. J'ai tout vu. » La voix de Ray tremblait, au bord des larmes. Teresa ne dit rien. « J'ai appelé la police », continua Ray. « Ils sont en route. » Il prit une longue inspiration tremblante. Teresa s'assit sur le sol, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Elle se mit à se balancer d'avant en arrière. « Je ne sais pas où il est maintenant, » dit Ray. « Je l'ai vu au bout du couloir. Je l'ai vu tirer sur Mark. Je suis venu ici parce que c'était la porte la plus proche. Je ne sais pas s'il m'a vu. Mais cette porte ne se verrouille pas. Je me cache dans l'une des cabines. » Il y eut un long moment de silence. « Reese, parle-moi » demanda Ray désespérément. « Ray » dit-elle, la voix brisée par les sanglots. Elle ne put prononcer aucun autre mot. « Je ne sais pas qui est cet homme, » dit Ray. « Il porte un masque. Un masque de ski. Je pense qu'il... » Mais Ray s'interrompit soudainement au bruit d'un grand fracas inquiétant tout près. Il hésita, puis prit une longue inspiration tremblante. « Je t'aime, Reese, » murmura-t-il. Au téléphone, Teresa entendit le bruit d'une porte qui était enfoncée et qui heurtait un mur. Ray halta. Teresa se souvint du bruit de la porte des toilettes qui avait été enfoncée, de l'objection désespérée de Ray, puis du bruit final du coup de feu. Dans le silence qui suivit, elle revécut pour la deuxième fois le chagrin causé par la mort de son mari.
Elle ne parla de cet appel à personne. Ni à Cheryl, ni à sa mère. Elle ne pouvait pas s'expliquer, encore moins à quelqu'un d'autre. Tout au long de la journée, elles restèrent à ses côtés, répondant aux appels téléphoniques, s'occupant des condoléances, essayant de faire manger Teresa et s'occupant des détails des funérailles de Ray, prévues respectivement pour samedi soir et dimanche matin. Mais elles étaient surtout là pour s'assurer que Teresa ne soit pas seule. Pendant qu'elle était éveillée, elle la traitait comme une poupée de porcelaine ancienne, délicate et fragile. Teresa dormait presque toute la journée, même sans l'aide de Cheryl. Elle ne mangeait presque rien, ce qui affligeait sa mère. Elle était encore au lit à midi le lendemain, mercredi, 2 jours après la mort de Ray, lorsque son téléphone portable a sonné. L'écran indiquait « RAY ». Son corps s'engourdit et elle se mit à pleurer doucement. Elle répondit. « Ray » dit-elle doucement. « Pourquoi cet homme se fait-il toujours renverser par un vélo sur le chemin du travail ?» demanda-t-il. Teresa raccrocha immédiatement, éteignit complètement son téléphone et le jeta de côté. Elle s'allongea sur le lit et pleura. Le jeudi, 3e jour, Teresa était seule à la maison. Cheryl et sa mère avaient d'autres choses à faire et n'étaient pas sorties depuis le lundi soir. Teresa avait pris une douche, s'était brossé les cheveux et s'était maquillée. Ses bras étaient faibles et lourds. Elle s'efforça toutefois d'esquisser un sourire fatigué et insista pour que sa mère et sa meilleure amie la laissent seule un moment. Peu après midi, alors qu'elle était assise à la table de la cuisine, son téléphone portable sonna. La lumière vive du soleil qui pénétrait par les fenêtres lui donnait mal à la tête après avoir passé tant de temps dans l'obscurité de sa chambre. Elle répondit d'une voix faible. Parce qu'il était pris dans un cercle vicieux. Il y eut un silence à l'autre bout du fil et Teresa se demanda si Ray était vraiment là. Finalement, il rit et demanda « Comment as-tu fait ça ?»« Je ne sais pas trop, » répondit-elle. « Ça va ?» demanda-t-il. « Tu as l'air bizarre. » Teresa prit une profonde inspiration. « Tu sais qui est Vincent Hollande ?» demanda-t-elle. « Oui, je crois qu'il travaille à l'ingénierie. Je ne le connais pas vraiment. Mais je sais qu'il mange un oignon comme une pomme tous les jours au déjeuner. Je n'ai jamais vu ça. »« Ray, il a une arme, » dit Teresa. « Quoi ? Comment tu le sais ? » ?»« Ne me demande pas ça maintenant, » répondit-elle. « Il a une arme et il va commencer à tirer sur les gens. Tu dois sortir. » Riz, je ne. Mais Ray s'interrompit lorsqu'ils entendirent tous deux un coup de feu. Qu'est-ce que c'était ? Écoute-moi, dit Teresa. Tu dois sortir du bâtiment. Ray resta silencieux pendant un moment. Puis il dit, d'accord. J'y vais. Puis le téléphone se tut. Teresa posa le téléphone et le fixa. Des grains de poussière flottaient silencieusement dans un rayon de soleil qui traversait la fenêtre, se posant chaudement sur le dos de sa main. Elle se demanda comment le soleil pouvait continuer à briller comme si le monde entier n'était pas enveloppé dans le chagrin comme elle. Son téléphone sonna à nouveau. « Ray ?» Elle répondit, « Bébé ?» « Je l'ai vu, » murmura Ray. « Où es-tu ?» demanda-t-elle. « Je suis dans la salle de bain, au bout du couloir, près de mon bureau. »« Bébé, il a tué Marc. » Teresa raccrocha et jeta son téléphone sur la table. Elle se couvrit les yeux de ses mains et pleura. Vendredi, peu après midi, Teresa était assise à la table de la cuisine avec Cheryl et sa mère. Toutes trois buvaient tranquillement leur tasse de thé tandis que le comptoir et presque toutes les surfaces disponibles étaient recouverts de paniers cadeaux et de fleurs. La mère de Teresa et Cheryl discutaient à voix basse, mais Teresa était assise en silence, les yeux fixés sur son téléphone portable, qui gisait muet et éteint sur la table devant elle. 12h03 passa sans qu'aucun appel ne vienne. Teresa rit sans joie. Elle s'était assurée de ne pas être seule pour l'appel téléphonique de Ray aujourd'hui. S'il rappelait, elle voulait des témoins cette fois-ci. Mais une partie d'elle savait qu'il n'appellerait pas si elle n'était pas seule. « Tout va bien, Riz ?» demanda Cheryl. Teresa détourna son regard du téléphone silencieux. « Oui » murmura-t-elle en sirotant son thé. « J'avais pris l'avion depuis l'autre bout du pays pour assister aux funérailles et à la veillée funèbre de Ray. La mère de Teresa et moi étions polis l'une envers l'autre, mais nous essayons aussi de nous éviter autant que possible, par égard pour Teresa. J'ai été choqué par son apparence, fatigué, hagarde et accablé par le chagrin, bien sûr, mais aussi troublé d'une manière qui allait au-delà du simple deuil. Je l'ai serré plusieurs fois dans mes bras au cours de ces 2 jours, ne sachant jamais quoi dire et souhaitant pouvoir faire quelque chose pour apaiser sa douleur. Teresa m'a dit plus tard qu'elle avait rangé son téléphone pendant ces 2 jours.
Elle pensait que le fait de participer à la cérémonie en mémoire de Ray, de voir son visage serein dans le cercueil et d'assister, étonnamment détaché, à la descente de son corps dans la terre, mettrait fin à ses appels quotidiens. Cependant, le lundi, alors qu'elle était seule à la maison pour la deuxième fois seulement depuis la mort de Ray, son téléphone a sonné à nouveau. Elle a hésité à répondre, mais n'a pas pu résister, sentant à la fois le désir et le désespoir dans sa poitrine. « Ray, dit-elle. Pourquoi cet homme se fait-il toujours renverser par un vélo sur le chemin du travail ?» demanda Ray, et Teresa fondit en larmes. Pendant les jours qui suivirent, Teresa vécut dans le brouillard. Elle répondait toujours aux appels de Ray. Certains jours, elle laissait la conversation se dérouler comme le premier jour, savourant ses premiers instants où Ray était encore heureux et vivant. D'autres jours, elle interrompait ses blagues pour lui poser des questions, lui demandant par exemple où il avait mis la clé du coffre-fort ou où il avait rangé les papiers d'assurance. Perplexe mais coopératif, Ray répondait toujours à ses questions. Parfois, elle profitait de ces premières secondes pour lui dire à quel point elle l'aimait, et elle sanglotait lorsqu'il lui répondait qu'il l'aimait aussi. Mais très vite, le bruit d'un coup de feu mettait fin à leur conversation. Puis, quelques semaines plus tard, le téléphone sonnait. Teresa disait « Bonjour, mon chéri », et attendait que Ray commence sa blague sur le vélo. Après une pause, Ray disait « Riz, je t'ai appelé plus tôt dans la journée ?» Une sensation de froid envahissait la poitrine de Teresa, qu'elle ne comprenait pas. « Quoi ? Non, tu ne m'as pas appelé. »« C'est bizarre, » dit Ray. « J'ai pris le téléphone pour t'appeler et j'ai eu une impression de déjà-vu. Comme si je t'avais déjà appelé aujourd'hui. » Une larme coula silencieusement sur la joue de Teresa. Elle ne trouvait pas les mots. « Tout va bien ?» demanda Ray. « Tu me manques, mon chéri ?» murmura-t-elle. Ray rit. « Tu me manques aussi ?» répondit-il, plus comme une question que comme une affirmation. « Ah, dans quelques heures. »« Non, tu ne viendras pas, » dit-elle. « Riz, qu'est-ce que ?» commença-t-il, puis il s'interrompit. « Tu as entendu ça ?» Teresa raccrocha le téléphone. Ses pensées étaient confuses et envahies d'un étrange sentiment d'espoir. Toute leur conversation précédente avait été empreinte d'un sentiment d'inévitabilité. Quoi qu'elle dise, Ray finissait toujours par mourir sur le sol de la salle de bain de son bureau. Mais aujourd'hui, il semblait se souvenir de quelque chose et leur conversation avait pris une tournure différente. Teresa se demanda ce qui se passerait si elle insistait davantage et faisait plus d'efforts pour que Ray change de plan. Le lendemain, lorsque Ray appela, Teresa prit immédiatement les rênes de la conversation. « Ray, écoute-moi attentivement et réponds-moi le plus vite possible. Combien y a-t-il de sorties dans ton bureau ? Je veux dire, dans ton service. »« Quoi ?» dit-il. « Réponds-moi, » insista-t-elle. « Il y a la porte principale. Si tu continues tout droit, tu te retrouves dans le service informatique. Si tu tournes à gauche, tu te retrouves dans le couloir principal. Il y a une deuxième porte qui mène aux ressources humaines, mais elle donne simplement sur le couloir principal à l'autre bout. Ensuite, il y a la porte qui donne sur le balcon. Pourquoi tu me demandes ça ? Prends tes clés. Ne prends rien d'autre, insista Teresa. Traverse le service informatique. Ne descends pas le couloir. Va à ta voiture et rentre à la maison. Maintenant. Après une pause, Ray répondit, « D'accord. D'accord, j'arrive. » Puis la ligne fut coupée. Teresa se retrouva à bout de souffle pendant qu'elle attendait. Elle faisait les 100 pas. Quelques instants plus tard, son téléphone sonna à nouveau. « Riz ? Écoute-moi. Il y a un homme armé. » Teresa hurla de frustration et jeta son téléphone à travers la pièce, où il heurta le tapis et glissa sur le sol. Quand il rappela, Teresa demanda, « Ray, et le balcon à l'extérieur de ton service ? Y a-t-il des marches qui descendent vers la cour ? » « Oui, » répondit-il. « Pourquoi tu me demandes ça ? Et tu peux rejoindre le parking depuis là ? » « Oui. Que se passe-t-il ? » « Va-t'en, » insista Teresa. « Ne me pose pas de questions. Va sur le balcon et monte dans ta voiture. Fais-le maintenant. Rentre à la maison. »« Tout va bien ? » demanda-t-il. « Va-t'en, » hurla-t-elle avant de raccrocher. Une minute passa, puis deux. Teresa retenait son souffle, les yeux rivés sur son téléphone. 5 minutes s'écoulèrent sans que Ray n'appelle. Elle put enfin respirer. Teresa était assise sur son lit. Elle avait mal au dos à force d'être penchée sur son téléphone. Pour la première fois depuis sa mort, il n'y avait pas eu de deuxième appel, et elle ne savait pas du tout à quoi s'attendre.
Perdue dans une torpeur presque inconsciente, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle sursauta et faillit crier. La porte se referma et elle entendit des pas. Elle bondit du lit et se précipita hors de la chambre, dans le couloir, puis dans le hall d'entrée. Incroyable, il était là, grand, dégingandé et maladroit, mais beau, même si sa peau était d'une pâleur mortelle, presque bleue. Il lui sourit, bien que son front fût plissé d'inquiétude. Sa bouche forma le début d'une question, mais elle courut vers lui et se jeta dans ses bras. Il était froid, mortellement froid, et elle haleta. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Sa voix ressemblait à celle qu'il avait le matin au réveil, rauque et peu habituée à parler. « Tout va bien maintenant », répondit Teresa en pleurant contre son épaule et en le serrant plus fort que jamais. En retour, Ray la serra fort, mais ses mains étaient glacées sur son dos et son corps était raide contre le sien. Bien que son oreille fût fermement appuyée contre sa poitrine, elle ne sentait pas son cœur battre, mais elle rejeta cette pensée aussi vite qu'elle l'avait eue. Teresa décida de tout lui raconter. Assise à la table de la cuisine, elle lui tenait la main glacée entre les siennes et lui raconta la fusillade dans son bureau, sa mort, ses funérailles et ses appels téléphoniques quotidiens. Il la regardait d'un air absent, son visage ne trahissant aucune inquiétude, aucune confusion, aucun souvenir. Elle se cala dans sa chaise et l'observa un moment. Tabula rasa, pensa-t-elle d'un air morne en le regardant. Il n'avait ni faim ni soif. Il se contentait de rester assis tranquillement jusqu'à ce que Teresa lui demande de bouger. Son cœur était déchiré par des sentiments contradictoires de soulagement et de confusion. Elle l'observait attentivement, incapable de cacher la perplexité évidente sur son visage. Pourtant, Ray ne lui demanda jamais ce qui n'allait pas. Ce soir-là, Teresa conduisit Ray dans leur chambre, où il se tint au pied du lit, la regardant comme s'il n'était jamais entré dans cette pièce auparavant. Elle le déshabilla et s'aperçut qu'il portait ses vêtements de travail, et non le costume dans lequel il avait été enterré, le même costume qu'il portait le jour de leur mariage. Elle tira les couvertures et lui dit de s'allonger. Il obéit en silence. Elle se glissa à côté de lui et l'embrassa. Son baiser lui semblait à la fois familier et étranger. Autrefois ferme et insistante, ses lèvres étaient désormais douces et passives, et elles ne dégageaient aucune chaleur. Cependant, leur texture et leur goût étaient les mêmes, et Teresa faillit fondre en larmes lorsqu'ils s'étreignirent à nouveau. Ils firent l'amour, Teresa prit l'initiative et mena la danse, alors que c'était toujours Ray qui avait pris les commandes auparavant. Alors que son cœur débordait de joie d'être à nouveau dans les bras de son mari, son corps frissonnait au contact glacial de sa peau. Lorsque Teresa se réveilla le lendemain matin, les rayons du soleil caressant ses paupières, elle tendit la main sans ouvrir les yeux. Mais ses doigts ne rencontraient rien. Le côté du lit de Ray était vide, les couvertures relevées comme s'il n'avait jamais été là. Elle se redressa brusquement. « Ray » appela-t-elle. Pas de réponse. Elle fouilla la maison, l'appelant plusieurs fois. Mais il était parti. Confuse et triste, elle retourna dans la chambre. Où était-il allé? Allait-il revenir? Peu après midi, son téléphone sonna. L'écran indiquait « RAY ». Elle répondit. « Ray » ? « Riz » répondit-il d'une voix encore plus rauque et plus fatiguée qu'auparavant. « Ne t'inquiète pas. Je sais qu'il y a un tireur. Je rentre à la maison. » La ligne fut coupée et Teresa posa son téléphone. Un mélange d'émotions, tristesse, espoir, frustration et peur lui noua la poitrine, et elle réalisa qu'elle ne ressentait presque plus rien. Mais il rentra à la maison. C'est devenu leur nouvelle routine, le nouveau cercle vicieux dans lequel ils étaient pris au piège. Chaque jour, il rentrait à la maison encore plus pâle et encore plus froid au toucher. Sa personnalité s'effaçait de plus en plus pour ne laisser place qu'à une coquille vide. La passion et la vie avaient disparu de ses yeux. Teresa devait lui dire de s'asseoir, de manger et de se laver. Il était comme un vieil homme qui perdait ses facultés, et Teresa était devenue son aide-soignante aimante, confuse et quelque peu terrifiée. Chaque matin, le côté du lit de Ray était à nouveau vide, et il appelait Teresa au travail peu après midi pour lui dire qu'il rentrait à la maison. À chaque fois, Teresa remarquait que sa voix semblait de plus en plus rauque, comme s'il était traîné sur des pierres. Ses cordes vocales se détériorent, pensait-elle. Il ne fallut pas longtemps avant que son apparence commence à refléter sa voix. Il a commencé à paraître plus flétri physiquement, sa grande silhouette se courbait, ses yeux semblaient plus grands dans leurs orbites, son visage était encore plus pâle et ses joues plus creuses. Teresa a laissé ce cycle se poursuivre pendant des mois,
son amour pour son mari l'avait enfermée dans un enfer vivant. Cependant, elle-même atteignait rapidement le point de rupture, et son bien-être émotionnel et mental se détériorait au même rythme que l'apparence de Ray. « Je rentre à la maison », lui dit-il au téléphone, d'une voix rauque, à peine reconnaissable. « Attends », lui répondit-elle. « Ray, ne fais pas ça. Ne rentre pas à la maison. Reste là-bas. Tout va bien. Reste là-bas. »« Non », répondit-il lentement, sans émotion. « Non, si je reste ici, je vais mourir. Je rentre à la maison. » Teresa raccrocha le téléphone, pleura et attendit une fois de plus le retour de son mari. Elle pleurait parce que son mari était mort. Elle pleurait parce qu'il était vivant, mais qu'il mourait chaque jour un peu plus sous ses yeux. Elle pleurait parce qu'elle se sentait liée à lui par le cycle répétitif de sa mort et de leur amour. Et elle pleurait parce que, même s'ils étaient à nouveau ensemble, elle se sentait complètement seule. Finalement, le jour où elle a mis fin à ses jours, Teresa a pris une décision qui lui est venue facilement et sans crainte. En fait, cette idée lui a apporté le premier réconfort qu'elle avait connu depuis la mort de Ray, 1 an auparavant. Peut-être que la clé pour échapper à cet enfer était de mourir elle-même. Plus précisément, de mourir aux côtés de Ray pendant leur sommeil. Le lendemain matin, quand il serait parti, elle pourrait peut-être partir aussi. Partir, mais ensemble. Elle m'a appelé cet après-midi-là pour me raconter son histoire et son projet, et pour me dire au revoir. J'ai écouté avec incrédulité et terreur tandis qu'elle me racontait les détails de sa vie misérable depuis la mort de Ray. Je ne pouvais pas accepter son histoire comme un fait, et pourtant je savais, à sa voix fatiguée mais déterminée, que ma fille me disait la vérité. « Ray est là maintenant ?» lui ai-je demandé. « Oui », répondit-elle d'une voix fatiguée. « Tu veux lui parler ?» Je ne répondis pas, mais j'entendis Teresa dire au loin, « C'est papa. Parle-lui. » Il y eut un bruit de pas traînant, suivi d'une respiration sifflante. « Ray » dis-je. Je fus surpris de constater que ma voix tremblait. Il ne répondit pas, mais je l'entendais essayer. Je n'entendais que sa respiration laborieuse et le son faible de sa voix lorsqu'il essayait de parler. Ses mots étaient inintelligibles et sa voix était faible. Teresa reprit le téléphone. « Je dois y aller maintenant, papa. »« Ma chérie, ne fais pas ça, » dis-je en pleurant, mais en essayant de me retenir. « Je t'aime. Ta mère t'aime. Laisse-nous t'aider. Il doit y avoir un autre moyen. » Teresa se mit à pleurer. « Il n'y en a pas, papa. C'est la seule solution. »« Non, » insistai-je. « Tu as encore toute la vie devant toi. Laisse-moi te sortir de là. Tu peux venir ici. Peut-être que Ray ne viendra plus te voir si tu n'es pas là. » Je me sentais de plus en plus d'accord avec elle, même si je n'étais pas sûr de la croire vraiment. « Papa, il y a autre chose, » dit-elle en prenant une longue inspiration, épuisée. « Je suis enceinte. »« Tu es ?» commençai-je, puis je m'interrompis. Une boule se forma dans ma gorge. Je ne pouvais plus respirer. Mon esprit fit le lien, Teresa était enceinte. Et Ray était mort depuis plus d'1 an. « C'est de Ray ?» dit-elle, répondant à la question que je n'avais pas posée. « Mais c'est... » Elle ne termina pas sa phrase. « Je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste que je ne peux pas le faire, papa. Je ne peux pas. » Elle pleura. Elle me dit adieu, ignorant mes supplications. Puis l'appel prit fin. Comme je vous l'ai dit, la police l'a retrouvée. L'autopsie a révélé qu'elle était morte après avoir pris une grande quantité de somnifères, que sa meilleure amie, Cheryl, avait gentiment laissé à sa disposition. L'autopsie a également révélé qu'elle était enceinte de plusieurs mois. J'ai insisté pour que ce détail ne soit jamais révélé à sa mère. Même si nous sommes séparés et éloignés, il y a certaines horreurs dont une mère devrait être épargnée lorsqu'il s'agit de son propre enfant. Voilà, c'est l'histoire de Teresa. Et celle de son mari, Ray. Vous ne me croirez peut-être pas, mais c'est absolument vrai, aussi fantastique que cela puisse paraître. Je crois Teresa maintenant, même si, lorsqu'elle m'a raconté son histoire il y a 2 semaines, j'ai bien sûr douté d'elle. Je ne doute plus d'elle, pas même d'un seul détail. Elle m'appelle tous les jours pour me raconter à nouveau.